Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier mardi en live pour le moment d'un échange, le temps d'un échange. Salut, bonjour à tous, merci d'être présents. Il y a déjà du monde, Brian. Ça va, Brian? Oui, bonjour, ça va, merci. Ouais, Oui, il y a du monde, il y a du monde, tout le monde est ça là, tout rentre. le monde a pris le rendez-vous, vous avez pris le pli. Donc, n'hésitez pas, déjà, n'hésitez pas à poser des questions, évidemment. Aujourd'hui, donc c'est le dernier mardi. Après, on repasse au live les jeudis. Pour info, on avait modifié uniquement par rapport au pont du mois de mai. On voulait pas vous supprimer trop de live, alors on s'est dit qu'on allait décaler et que c'était plus simple de décaler pour tout le mois de mai le mardi. Donc aujourd'hui, on va faire une immersion. Je vous emmène en fait dans un moulin, un vieux moulin, le moulin de la Fatigue, tellement, enfin vraiment très vieux, qui est resté dans son jus et qu'ils ont voulu garder un savoir-faire ancestral. Ça a été fondé, c'est un moulin qui a été fondé en 1870 à Vitré, et c'est un véritable patrimoine vivant breton. Et ce moulin, en fait, perpétue un savoir-faire rare et authentique en fabriquant. Donc, je trouvais que c'était intéressant, quitte à aller visiter un moulin. Ok, il y a le côté cours théorique plus, vous montrer un peu plus qu'un moulin traditionnel, enfin qu'un moulin, on va dire, un moulin classique. Là, on est vraiment dans le traditionnel et dans le savoir-faire au sens, oh là, ancestral et authentique. Donc, ça va être super intéressant. Également, on a vu que ça vous avait pas mal plu, les petites questions de sondage. Donc, il y aura, vous prenez bien des notes parce que, ok, c'est un reportage, mais on peut faire ça un petit peu sous forme de cours parce que vous avez appris, que ça soit dans n'importe quelle formation, le blé et la mouture du blé, c'est intéressant et c'est ce qu'on étudie en CAP boulangerie, en CAP pâtisserie, en CAP cuisine. Même pour le chocolat, c'est intéressant de le savoir. Mm. Mais c'est bien de voir en vrai, en fait, comment ça se passe dans un moulin, et on a voulu vraiment donner la chose en immersion totale. Donc, on a fait plusieurs petits reportages dans un ordre. Et puis, bah, comme d'habitude, on va vous laisser découvrir les images afin de découvrir ce moulin avec ce savoir-faire unique. Allez, c'est parti. C'est parti. Je me présente, Arnaud Chenard, gérant du Moulin de la Fatigue à Vitré. Donc le Moulin de la Fatigue, il existe depuis 1870. Il existait avant, à l'extérieur de la ville de Vitré. Il a déménagé sur les terres des Hospices de Vitré en 1870. Sa pénibilité à son déménagement a fait son nom. Le meunier l'a appelé le Moulin de la Fatigue parce que c'était tellement pénible de le déménager que c'est resté. Donc la spécificité de ce moulin, c'est qu'on écrase que du blé noir, depuis tout le temps. Il y a à peu près une centaine d'années, on faisait de la nutrition animale et de la nutrition humaine. Depuis à peu près les années 60, 50, on ne fait que de la nutrition humaine. Donc si aujourd'hui, au Moulin de la Fatigue, on écrase que du blé noir et de provenance bretonne, ce n'était pas forcément le cas dans les années 60 où malheureusement la production de blé noir en Bretagne avait quasiment disparu. Donc il écrasait dans les années 60 quasiment que de la matière première venant de l'étranger. Aujourd'hui c'est complètement différent. On est reparti sur une production bretonne. Le moulin s'est engagé dans une filière IGP depuis 30 ans, indication géographique protégée. Donc on écrase à peu près 90% de notre matière première en IGP. Les clients du moulin sont un grand nombre de crêperies, des restaurants gastronomiques, quelques pâtissiers. Ton petit micro. J'ai dit là déjà, c'était le préambule pour. On est vraiment dans le début des coulisses. C'était important de présenter, de présenter déjà les personnes qui représentent ce moulin, et on peut voir déjà bah, qu'il y a de l'authenticité derrière. Donc j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus.
Alors moi j'ai une petite question. Oui, Donc le monsieur qu'on a vu là, ça appartient à sa famille. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a repris oui, en fait, c'est une reprise, ça n'appartient pas, c'est pas familial, parce que depuis D'accord. tant d'années, non, 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 il a repris, ça fait 3 ans, je crois. Ok. Bon, Donc très voilà, et bien. puis c'est marrant le nom, en fait. Je me disais, Oui. moi, pourquoi Moulin de la Fatigue? Et en fait, c'est le fait, la pénibilité de le déménager. C'était tellement fatigant que le meunier l'a appelé le Moulin de la Fatigue. Ça, Ouais, c'était. c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai bien aimé l'anecdote. C'était sympa. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et déjà si vous avez déjà visité un moulin traditionnel. On avait fait une petite story sur Insta pour vous poser la question. Parce que pour ma part, j'ai déjà visité des moulins, mais un comme celui-ci, je n'avais jamais visité. Donc je suis ravie d'avoir visité ces lieux. Et on peut, Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions après chaque vidéo, hein. bien sûr. Vous posez vos questions dans le chat. Et si vous en avez pas, c'est nous qui allons vous en poser. C'est Voir si ça. vous avez bien suivi toutes les informations. Donc voilà. Et ben, écoute, Allez, on passe à la suite si tu veux. c'est parti. C'est parti. Le moulin de la Fatigue fonctionne sur 3 étages, en utilisant au mieux le principe de gravité. Le blé noir est acheminé du silo vers le 3e étage pour être nettoyé. Ensuite, il descend au 1er étage, il va être broyé par une petite meule. Il remonte au 2e étage pour être tamisé dans une bluterie. La mouture la plus fine est récupérée dans un sac. Les restes, c'est-à-dire les gruaux, redescendent au 1er étage pour passer dans la grande meule. Ils sont ensuite acheminés vers une autre bluterie. Mais si tout semble très simple, la qualité du produit final repose sur une alchimie complexe qui associe la machine, la graine vivante et le meunier. Ici, hein, on stocke en silo pour une meilleure stabilité du grain. D'accord. En silo toile, c'est mieux qu'en silo résine ou en métallique. Ici, on a la partie bio, tout le stockage en blé noir IGP bio. Donc, tout ça, on travaille que de la matière première en indication géographique protégée. Là, on arrive dans le cœur du moulin, là. Donc là c'est le cœur du moulin, c'est ce qui nous permet de faire tourner le moulin sur 3 étages. Voilà. Donc c'est le seul moteur électrique qui nous permet de faire tourner les meules et les bluteries et tout le système de nettoyage. Alors le moulin de la Fatigue, c'est un moulin qui n'a jamais tourné ni à l'eau ni à l'air. Il a tourné à la force, à l'aide de manège à bœufs, hein, par la force animale. Donc là on est au 1er étage du moulin, c'est là où le meunier passe la majorité de son temps, hein, dans les réglages, etc. Mais on va faire d'abord la visite, on va monter au 2e et au 3e et on va redescendre. Ok. Ouais, super intéressant, hein. Le micro? Pardon. Il n'y a Désolée. pas de souci. J'ai dit, je crois que j'ai oublié une petite vidéo où il montre les hélices. Je viens de Ah, voir. Bon, au pire, d'accord. je verrai ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est, t'as vu en fait que toutes ces poulies, en fait, tout Mm. le fonctionnement de ce moulin fonctionne avec juste ce tout petit moteur. Ouais. Et les poulies, on les voit sur les 3 étages. On voit vraiment en fait tout ce système de poulies dessus. C'est incroyable. Non, c'est impressionnant, hein. Ouais. Surtout on se dit que ça quand même, c'est là depuis voilà, plusieurs centaines d'années finalement. Oui. Parce que c'était quand 1800 1870.
Ouais, Ouais, ouais. Donc, c'est impressionnant que ça fonctionne encore oui. et c'est bien qu'il y ait encore des hommes, pour, faire fonctionner tout ça encore aujourd'hui, quoi. Oui. Et tu as entendu, au début, dans la première vidéo, il nous disait que dans les années 70, il ne cultivait plus, n'utilisait plus la mouture, il réalisait plus Mmh. de farine de blé noir parce que ça s'était perdu. Et en fait, Ouais, c'est comme si en fait on revenait à l'envers c'est aux ça. origines de cette céréale qui est très importante pour l'écosystème déjà, parce qu'avec ses Ouais, fleurs, tout ce qui est l'écosystème des abeilles, la pollinisation et tout ça. Mais ça, tout avait disparu. Et ce qui est dingue, c'est que maintenant, on reste dans vraiment quelque chose de local, alors qu'avant, ça, on faisait exporter en fait, on faisait importer la matière première. C'est dingue. Tu vois, le fait d'avoir voulu aller chercher ailleurs et après d'être revenu aux sources. ouais. Est-ce que tu sais alors, tu sais peut-être pas, mais je sais pas, est-ce que c'est un blé qui a été modifié ou pas? Parce que on parle beaucoup aujourd'hui, tu sais, de blé, ancien qui a pas eu de traitement. Est-ce que tu sais si lui, s'ils utilisent, un blé d'origine Oui. qui n'a pas subi de traitement, ce genre de traitement? Ah oui, oui. En plus, vu qu'il est en IGP, c'est très Mmh, dès que tu as des appellations, c'est très contrôlé. d'accord. Et c'est un des rares à justement vouloir continuer à ne rien mettre d'autre, pas d'additif. Il veut vraiment être dans le produit brut et il veut vraiment garder les choses beaucoup plus. Enfin, on reste dans le naturel. C'est juste du sarrasin, du blé Mmh. noir et uniquement ça. Ça serait bien de savoir, Claude, si vous êtes encore présent là dans le chat, de nous dire en Guyane ce que vous avez comme farine. Si voilà, si c'est de la farine importée uniquement de France ou est-ce qu'il y a des farines de pays voisins? Parce en Amérique du Sud, je sais il y en a pas mal. Ça serait intéressant de savoir. Puis bah tous, hein, tous et toutes, si vous si vous utilisez de la farine de votre région ou si vous utilisez une farine spécifique parce que vous trouvez qu'elle apporte quelque chose à votre soit à votre pâtisserie, à votre viennoiserie ou à votre pain, ça serait intéressant de partager ce genre de d'informations avec nous. Alors ouais, de plus en plus, hein, ce qu'on remarque, c'est qu'ils mettent toujours des petits additifs dans les farines pour Mmh, aider le travail du boulanger. C'est-à-dire que des fois, le boulanger doit se lever devait se lever ou avait plusieurs rôles dans la nuit pour faire les pousses, le pointage. Et là, le souci, c'est que plus on ajoute des additifs, plus on facilite ce travail parce que ouais, c'est déjà en fait les additifs sont déjà présents dans la farine pour que la pâte soit plus facile à travailler. En revanche, si elle est plus facile à travailler, c'est qu'il y a on va dire des impuretés et des choses qui sont vraiment pas bonnes pour l'organisme. Donc c'est vraiment très dur. Il faut bien choisir ses fournisseurs quand on choisit une farine, même une farine, pour voir d'où provient la farine et comment elle est traitée. c'est ça. Bon, allez, on continue Alors notre là, ça visite. va être la prochaine vidéo, ça va vraiment être sur toutes les étapes de mouture du blé noir. D'accord. Dans l'ordre chronologique des choses. Donc on va voir vraiment de A à Z. Et c'est parti. Donc là, en fait, avant d'écraser le blé noir, on va d'abord commencer à le nettoyer. Donc on fait un appel de produits dans les silos, on le pèse et on l'envoie dans le moulin. Et après, on a 4 phases de nettoyage. On va passer d'abord sur une brosse à blé, ensuite on va aller sur un épierreur, et après on va aller sur un nettoyeur séparateur. D'accord. Et ensuite on repasse au trieur optique pour garantir un nettoyage parfait. Sur le petit moteur électrique d'en bas qui fait tourner tout ça. On se sert des paliers, des courroies pour pouvoir gérer les vitesses. Donc là, le nettoyeur séparateur. Hein, où là, on va séparer
les pailles, les graines étrangères, les grosses graines et les poussières. Hein. Ensuite, donc, le grain descend, nettoyé, il remonte par l'élévateur ici et on va aller sur les pierreurs, vous allez voir. C'est un outil très particulier. On va monter au 3e étage. C'est un épierreur. On va venir se séparer des cailloux hein, qui sont dans la graine, hein, qui accompagnent la graine à la récolte en fait. Donc là, vous voyez, là, voilà, les cailloux arrivent, ont été séparés du sarrasin hein, et tombent ici. Donc c'est un passage obligatoire. Si on n'avait pas les pierreurs, on aurait forcément une farine très sableuse, ça craquerait sous la dent, quoi. Et c'est toujours entraîné par le petit moteur d'en bas avec les courroies et les paliers. Vous voyez, on arrive du rez-de-chaussée et puis en fonction, on reprend de la force avec les étages. Donc là, c'est la 2e phase de nettoyage. En fait, on se sert toujours de la gravité pour travailler. Donc on met les appareils en fonction au 3e, au 2e, au 1er et ainsi de suite. Donc là, on est sur la brosse à blé, ici. En fait, c'est comme un grand tambour avec des brosses qui vont venir frotter le grain et brosser le grain pour enlever les impuretés. Et les poussières par un système de palme, on va venir créer une perturbation hein, et les poussières remontent et sont sorties de la matière première. Donc là, ça redescend en gravité avec tous les déchets. Donc ça, c'est les déchets, hein. C'est ce qu'on ne peut pas avoir dans les moutures. Il y a un peu de crème cassée également. Et ensuite, on descend au rez-de-chaussée et on s'en va au trigger optique. Une fois que ça c'est fait, le grain est propre, il est prêt à être écrasé. Donc là, on va aller voir les meules. Premier passage. Donc là, le grain est propre. Il arrive sur la première meule. Hein. Donc là, il est prêt à être écrasé. Donc là, on est sur une variété de harpe. Hein, et on est en IGP Bretagne. Donc le grain descend dans la meule, est écrasé et ensuite remonte au 2e étage pour être tamisé. Hein. Ce qui n'est pas encore en farine revient sur la 2e meule. Et là, on va arriver sur ce qu'on appelle ça des gruots. Hein, où là, on est sur un produit qui est encore vraiment assez grossier. Hein. On va repasser une 2e fois sur une meule. Hein. On va retourner tamiser et on va aller sur la 3e meule. Donc une fois que le grain est passé sur la meule, il prend un élévateur, remonte et vient redescendre en gravité dans la buterie. Et là, on va commencer à produire hein, de la farine. Hein. Donc là, le tamis nous permet hein, de récupérer de la farine. Le meunier passe tous les quarts d'heure dégommer son tamis hein, pour faciliter le passage. Hein. Ce qui n'est pas encore en farine continue dans la bluterie, redescend dans le petit élévateur, remonte et retourne dans une farine pour se positionner sur la 2e meule. Hein. Et on va continuer comme ça pendant 9 heures hein, à produire la farine de blé noir. Donc là, on est sur des meules en silex d'origine, hein, donc 1870 à peu près. Hein. Vous avez la partie tournante et la partie dormante. Donc c'est la partie du dessus qui tourne et qui travaille. La partie dormante est stable au sol. Le produit rentre par la partie centrale et vient s'écraser hein, en prenant les sillons. Hein, et plus ça va, plus on est serré sur la partie extérieure de la meule. Hein. Et ensuite, le produit tombe dans la vis et remonte dans l'élévateur. Hein. Tous les 6 mois à peu près, on va venir retailler les sillons et remettre la surface plane hein, de la meule pour pouvoir retravailler comme il faut. Donc non seulement il faut être meunier, mais en même temps il faut être tailleur de pierre.
Donc là, on arrive sur la 3e meule. On est passé de grouillot à semoule. Hein. Et là, c'est un petit peu là où la magie s'opère, en fait, au moulin de la fatigue. C'est que là, on va travailler en base fermée. Hein, et on va aller vraiment travailler le produit jusqu'à la fin. Hein. On travaille tout le temps sur l'écorce. Hein. Donc là, en fait, on va passer à peu près 6 heures pour finir le produit. Mais sur des moutures très lentes. Hein. On s'arrange pour que le produit ne chauffe pas, hein, pour ne pas le détériorer. Donc là, on est vraiment sur la fin de la mouture. On va récupérer toutes les saveurs et tout le goût là. C'est ce qui va nous donner le côté très atypique du moulin de la fatigue. Ça, c'est la signature du moulin de la fatigue. Qu'est-ce que les autres ne font pas? C'est vraiment atypique. Ah bah oui. En fait, là, le meunier, il va passer son temps sur la dernière meule à régler son débit et son serrage pour vraiment aller chercher les essences au maximum. Hein. Et ensuite, il va sur sa bluterie. Et là, il va regarder son débit, sa température et sa granulométrie. Dernière meule, 3e bluterie, où là, on va venir regarder le produit régulièrement. Hein. On va regarder la granulométrie, hein, comme ceci, hein, et la température et le débit. Hein. C'est ce qui va nous permettre de régler nos meules. On est sur quoi comme granulométrie? Alors là, on est sur du 350 microns à peu près. Nous, on a une farine qui est assez épaisse pour conserver les saveurs. Hop là. Super. Et le micro. Bon, on voit vraiment hein, que c'est un savoir-faire unique. Ouais. Qui sont vraiment les seuls à faire, enfin à travailler de cette manière-là. Alors moi j'ai eu l'occasion de pouvoir goûter cette farine. C'est vrai que la granulométrie est un peu plus épaisse, c'est-à-dire que elle est moins fine et moins fluide qu'une autre farine, mais c'est intéressant et on voit vraiment la différence. Enfin, pour Qu'est-ce qu'on fait avec cette farine? Je veux dire, est-ce qu'il y a des pains, est-ce que c'est des galettes? Je sais pas. galettes. Oui, d'accord. En C'est fait, plutôt galettes. les clients, c'est pour faire les galettes bretonnes qui sont constituées de farine, de blé noir et d'eau uniquement. D'accord. Et puis c'est comme ça qu'on fait les galettes de blé noir. C'est utilisé également dans certains pains, mais faut savoir que la farine de blé noir, elle est naturellement sans gluten. Donc Ok. c'est pour ça qu'ils produisent. Il y avait une question de Marie qui disait combien de types de farine. Il y a aussi un autre appareil il y a une grosse machine également. C'est la seule machine, on va dire tout est à l'ancienne et tout fonctionne avec ce petit moteur. Il y a une autre machine qui est présente uniquement pour avoir l'appellation sans gluten. Donc, si on fait du sans gluten dans tout un moulin comme ça, Ouais, bah ouais. la farine est très volatile. On peut pas se permettre de travailler une farine de blé. Ouais. Donc, elle a l'appellation sans gluten. Donc, si elle est sans gluten, elle peut pas générer de réseau glutineux. Donc, elle peut Ouais. être utilisée dans du pain parce que vraiment ses qualités nutritionnelles sont très très importantes et très intéressantes d'un point de vue nutritif. C'est par exemple en index glycémique, c'est une des farines qui est les plus basses si tu veux. Donc c'est vraiment Ok. en termes de nutrition, c'est l'idéal, c'est le top. Mais tu n'as pas ce réseau glutineux. Donc en plus elle est sans gluten et elle est intéressante. Mais pour réaliser des pains spéciaux, par exemple, Ouais, tu tu peux fais pas un la mettre mix. à 100%. Ouais, bah non. Donc elle est Tu fais un utilisée mix. Ouais. dans des pains. On l'utilise beaucoup en pâtisserie. En Bretagne, dans les restaurants gastronomiques, par exemple, tu peux faire des fonds de tarte, le sarrasin tel quel, pas la farine, mais par exemple le sarrasin, ça peut être popé comme du popcorn. Donc D'accord. tu peux même faire du praliné de sarrasin. Enfin, il y a plein de. Je sais qu'en Bretagne, ils s'amusent vraiment à faire plein de choses autour du sarrasin, que ça soit dans le salé comme le sucré. Et là, c'est vraiment toutes les galettes, toutes les galettes
qui veulent travailler avec une vraie farine de qualité, ce sont les clients. Donc c'est une farine qui voyage pas trop finalement. Elle reste en Bretagne, On reste en j'imagine. local. Après, je pense Ouais. que le but c'est rester local aussi pour rester dans cet impact environnemental qui reste assez faible si Hmm. tu veux. Donc c'est pour ça. Mais Est-ce qu'il y a des personnes qui ont utilisé ce type de farine là dans nos apprenants qui sont présents? Ça serait intéressant de savoir parce que bon, moi je connais pas, j'ai jamais utilisé. Je sais, toi tu as utilisé, j'imagine, moi Annabelle? j'en consomme tous les jours. Ouais, mais est-ce que tu les fais? Tu les fais tes galettes avec Oui, le blé noir là comme ça? tous les jours. D'accord. Tous les jours. Ah ouais. Ouais, mais il m'a offert 1 kilo. Le kilo, il y en a déjà plus. D'accord. Moi, c'est mon Ok. petit déj en fait, tu vois. Donc, je suis devenue une vraie Bretonne. Non, non, Ouais. parce que justement, en termes de nutrition, elle est très intéressante. Donc, moi, je mets de l'eau avec ma farine. Et alors, c'est vrai que quand il y a des galettes, on voit pour les fameuses galettes saucisses ou autres, ou quand tu vas dans une crêperie, évidemment, c'est pas exactement pareil. Mais moi, je sais que j'ai fait les miennes maison parce que je trouve que c'est super intéressant. Et déjà, avant d'habiter en Bretagne, je la travaillais en coupant à moitié pour donner vraiment un caractère dans mes pâtes sucrées. Par exemple, avec la vanille, c'est incroyable. En cuisine aussi, mis à part en fait la galette, ça peut être utilisé dans plein de choses en fait. Hein. Le sarrasin peut être vraiment utilisé dans beaucoup de choses. On a fait, j'ai Ouais, découvert des meuniers Tiffany. à Fougerolles qui distribuent sur Internet et je n'achète ma farine que là depuis. Je fais mon pain, j'utilise de la T80, T65 et T130. C'est très pratique. On peut acheter 1 kilo, 5 kilos, 10 kilos farine bio et label rouge. Je fais tout avec pain, crêpes, gâteaux. Et dans des gâteaux aussi, c'est bien. Farine de Hmm. sarrasin. Mais bah oui, voilà. C'est-à-dire que là, on voit que Tiffen fait attention où elle achète sa farine, la provenance. Et c'est ça qui fait la différence. Et on reste dans cette démarche, on continue à aller dans cette démarche éco-responsable d'allier le côté local. Et là, moi, ce que j'ai aimé au Moulin de la Fatigue, c'est vraiment, voilà, on respecte le produit jusqu'au bout. Ouais. Là, les silos, quand vous apprenez dans les cours de techno, on a tous appris à l'école on apprend que les silos, c'est en général dans des gros silos métalliques, qu'il peut y avoir d'autres formes de matériaux. Mais c'était la première fois que je voyais des silos en toile. Et là, ils nous disent, bah, c'est mieux pour le produit. Donc, on est vraiment, en fait, chez des personnes qui sont passionnées, qui veulent vraiment avoir leur signature. Comme il a dit, c'est la signature du Moulin de la Fatigue. Ouais. Donc, dans le Ouais. respect pur du produit et vraiment ne pas le dénaturer et le respecter à un maximum pour avoir sa spécificité unique. Et en termes de quantité, ils produisent énormément ou ils sont limités? J'imagine qu'ils en font pas non plus, parce que c'est une petite structure, hein, comme le moulin, il est pas non plus, j'imagine qu'ils peuvent pas en faire. Je Je me rends pas compte, au crois fait. qu'il m'avait dit, mais je me souviens pas. Je crois pas que ce soit non plus énorme vu qu'il y a ce savoir-faire. Et puis, enfin, vous avez vu dans le reportage, ils peuvent aller jusqu'à 9 heures. Ils veulent Ouais, pas aller vite, en fait. On est vraiment dans ouais, le ouais. savoir-faire. Donc, je pense pas qu'on est dans le quantitatif. Après, il y a quand même de la demande, hein. Il y avait des sacs de partout et je pense que quand même ça, Non, ça doit avoir un certain coût parce que comme entre guillemets la production doit pas être très grande. Je pense que c'est un produit quand même noble. Ça doit être voilà, les endroits qui achètent cette farine pour faire leurs galettes ou autres. C'est des endroits quand même d'un certain. Je pense que voilà, c'est pas la petite crêperie du coin, quoi. Alors, eh ben, détrompe-toi. Alors, c'est Si. vrai qu'elle est un peu plus onéreuse, forcément, Mhm. parce que bah, vu qu'elle est plus pure et il y a ce savoir-faire ancestral. Après, moi, il m'avait dit que presque toutes les crêperies de Saint-Malo intramuros se fournissent chez lui, par exemple, tu vois. D'accord. Donc, ça peut être de la Ok. petite crêperie ou autre. Je pense qu'on est quand même sur de la farine. C'est pas non plus, on n'est pas dans des prix exorbitants, mais ça va être les petits centimes qui vont faire la différence Bah, ça fait la différence, ouais. voilà, de la galette. Ouais. Après, tu as vu, avec un tout petit moteur, donc je pense qu'en consommation énergétique, on n'est pas énorme. Parce que mis à Non. part l'appareil pour avoir le label sans gluten et le petit moteur pour faire tourner tout le moulin, il y a forcément la masse salariale, mais
c'est quand même assez bon, il y a de l'autonomie, mais il y a quand même des meuniers qui sont là pour surveiller, hein. Il faut qu'ils comprennent comment le moulin fonctionne, être à l'affût de tous les bruits, voir Hmm. que ça fonctionne, hein. Donc on est vraiment dans ce savoir-faire là, mais je ne pense pas que le coût soit énorme pour le coup. D'accord. Ok. Bon, on continue? Oui, c'est la Allez, je crois que c'est la dernière, non, je vidéo? crois que c'est la Oui, dernière. voilà, c'est la dernière C'est la vidéo avec dernière et après on a un petit certificat. diapo et puis on a ensuite des petites questions. Et ben c'est parti. Donc là, on est sur un produit fini. Hein, c'est une mouture complète. On a utilisé à peu près 1,6 tonne de grains. Hein, et on va obtenir à peu près 1,1 tonne, 1,2 tonne de farine. Hein. Donc d'un côté, on a les sacs qui ont été produits par la première meule et deuxième meule et la première et deuxième bluterie. Et sur la partie gauche, on va avoir tout ce qui a été produit par la troisième meule et la troisième bluterie. Où là, on est vraiment sur des essences assez particulières. Et on ne peut pas aujourd'hui utiliser que ça ou ça. Ça ne fonctionnerait pas. Il faut absolument réassembler tout ça ensemble, remélanger, et puis après on en sache. Mais là, en fait, on les laisse en sac coton pour se reposer. Hein. Ça nous permet, ce qu'on appelle dans le jargon de la meunerie, de faire du plancher. Hein. Donc là, la farine se repose et se stabilise, hein, pour qu'on ait un produit au top. Comment garantissez-vous la qualité de la farine produite au moulin de la Fatigue? Bah déjà, on va commencer par une belle sélection de matières premières. Donc nous, on s'inscrit dans une filière, hein, la filière IGP Bretagne, Blé Noir Tradition Bretagne, où là, effectivement, déjà sur l'engagement des agriculteurs pour avoir un produit de qualité, avec beaucoup de contrôle et de traçabilité. Ensuite, aujourd'hui, on utilise même un survol du drone pour garantir une qualité sur les parcelles sanitaires. Ensuite, à la réception du blé noir, donc au moulin, on analyse les choses avant de réceptionner notre blé noir. On va le noter, le classifier. Hein. Et ensuite, on va derrière faire maturer notre blé noir dans des silos, hein, de manière à ce qu'il se stabilise bien, hein, aussi bien au grenier que dans les silos. Et ensuite, on va créer une recette, hein, dans cette filière pour écraser une mouture. Et là, on va travailler doucement, on va faire attention de ne pas surchauffer le produit. Hein. On va prendre le temps de le faire, on va aller chercher les essences au maximum. Hein. Donc s'il nous faut 3 heures, s'il nous faut 9 heures ou s'il nous faut 10 heures, on passera 10 heures pour aller vraiment aller chercher les essences et finir une mouture comme il se doit. Hein. On veut vraiment garder cette signature du moulin de la Fatigue qui va chercher les essences au maximum. Hein. Ensuite, on va restabiliser notre produit avec des temps de repos, hein, l'ensacher, puis après, effectivement, avoir un service auprès de notre clientèle sur une livraison, un accompagnement également sur le produit. La farine artisanale présente-t-elle des avantages pour les artisans boulangers, pâtissiers? Ah bah là, je pense qu'on est plus que dans l'artisanal, c'est qu'en fait, on est sur un produit complètement authentique, hein, puisqu'on a gardé en fait ce savoir-faire d'il y a 150 ans. Hein, les outils avec lesquels on travaille aujourd'hui sont identiques à 150 ans. On a la même méthode, le même savoir-faire. Hein, je pense qu'on conserve, hein, un savoir-faire ancestral. Le métier de meunier a-t-il beaucoup évolué? Oui, il a évolué énormément le métier de meunier. Alors, pas du tout au moulin de la Fatigue, puisque nous, on s'entreprend effectivement garder ce savoir-faire, utiliser ces outils d'antan et aussi le savoir-faire du meunier qu'on transmet de génération en génération. Hein. Et je pense que nous, on met les freins justement pour pas forcément partir dans ce système industriel, hein, où les choses sont complètement différentes. Quel conseil donneriez-vous à vos futurs boulangers, pâtissiers et cuisiniers pour bien choisir leur farine? De choisir des artisans et puis qui ont du respect et une passion en fait. Je pense que notre passion commune c'est le produit, le goût et de savoir reconnaître toutes ces essences qu'on peut avoir en allant chercher le meunier ou l'artisan du coin qui partage ses valeurs.
Se renseigner sur la provenance, par exemple aussi. Ah, bien sûr, oui, il faut effectivement se renseigner sur la provenance. Aujourd'hui, il y a des vrais labels pour accompagner les artisans. Aujourd'hui, on a des labels comme l'IGP, c'est la seule farine en Europe. Le label IGP Bretagne, c'est la seule farine de baignoire avec un label en Europe. Ok, merci. Et pourquoi il est important de comprendre en fait la fabrication de la farine quand on travaille dans ces métiers? Parce que toute l'essence est là. C'est en fait, si on ne comprend pas le produit fini et la raison pour laquelle nos clients viennent chez nous, on n'arrivera pas à produire un produit de qualité. Super. Ouais. On voit vraiment, donc là, ils ont... Enfin, tu as le coup du drone pour aller voir, Ouais. contrôler les cultures et tout. Et je voulais revenir tout à l'heure sur le fait d'être tailleur de pierre. Ça, c'est quand même... alors, ça revient de plus en plus, mais ça reste quand même extrêmement rare d'avoir des moulins, en fait, qui font des farines à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment... qui sont écrasés sur meule de pierre, et on a vu que ils sont meuniers, mais ils sont également tailleurs de pierre, c'est qu'il faut les entretenir, donc ça demande énormément de travail. Et ça, on commence à en retrouver, alors qu'avant, ça avait complètement disparu. Donc la spécificité de ces meules de pierre, c'est également d'avoir un grain plus épais et plus à l'ancienne. Lorsque on a fait notre reportage chez Maison Maléco, dans la boulangerie Maison Maléco, ils travaillaient uniquement également avec des farines écrasées à la meule de pierre. C'était pas ce moulin-là. Je voulais y aller, mais c'était quand même... Enfin, j'ai pas pu y aller. Mais on voit vraiment que de plus en plus, les boulangers prennent conscience de la qualité de leur farine et retrouver en fait ce goût d'authenticité et traditionnel. Donc là, on peut voir des petites photos prise sur place du moulin avec tout ce système de poulies. Moi, j'ai trouvé ça magique. Donc, Ouais, c'est incroyable. Hein. Et t'as vu aussi les pierreurs, ça c'est assez unique aussi, le fait qu'ils soient inclinés. Oui. Incliné, il est légèrement incliné, et le fait qu'il secoue comme ça, en fait, c'est ce qui amène les pierres. On est vraiment dans le traditionnel. Là, tout en bois, c'est beau en bois. plus, un bois, de la pierre. Rien n'a changé. Il y a des reportages qui sont disponibles aussi, qui datent des années, je crois, 80 ou 90. Et on peut voir que ce sont d'autres personnes qui travaillent dedans, mais que le moulin, lui, il a pas bougé du tout. Il y a Tiffany qui nous dit que les photos sont magnifiques et ce moulin est vraiment beau. Ouais, je regrette pas du tout, c'était incroyable. Et ils ont un autre moulin à Quincampoix qui fait également de la farine de froment, quoi, du blé classique. Et ils m'ont invité aussi à aller le voir, donc pourquoi pas aussi faire un reportage pour faire la comparaison des deux. Je sais pas, on verra. Quincampoix, c'est le moulin qui est en bord de rivière. Hein. Tout à fait. En fait, ils sont liés. C'est deux. Il y a un centre, on va dire un bureau, et ils ont deux moulins qui sont situés vraiment. Je pense qu'ils sont à 2 heures de route, les deux séparés, mais ils sont assez loin de l'autre. Mais c'est pas pareil. Mais on va dire c'est le même, à mon avis, propriétaire qui a les deux moulins. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'on pose quelques questions et puis après tu peux développer les réponses. Oui. Est-ce que tout le monde est prêt là pour répondre aux questions? Si vous avez bien écouté. Alors c'est des questions. Si vous avez bien écouté, c'est des questions très faciles. Ça fait des petites questions de révision. Alors je vous rappelle que il se trouve à côté du chat. Donc il y a le sondage qui va s'ouvrir. C'est ça. Voilà. Il faut répondre à droite. Hein. Voilà. Vous allez avoir une partie de la question. Normalement, vous n'allez pas tout. Peut-être la question, oui, mais les réponses, elles sont pas entières sur le diapo, mais elles sont entières sur votre droite. Voilà. Alors, on va voir si ça marche. Je vais lancer le premier et vous allez me dire si c'est bon. Est-ce que je lis? Ah ouais, on n'a pas entièrement là. Oui, bah oui, c'est pour ça. Mais normalement,
Oui. Vous allez la voir. Sur la droite, est-ce que vous le trouvez? Donc, que signifie IGP? Vous avez 3 possibilités. On va vous laisser quelques instants pour répondre. Alors, en même temps, je vais regarder. Parce que moi, je ne suis pas connecté et je voudrais voir. Je vais faire un test. Toc. Alors, parce qu'on n'a pas les réponses, tu sais, on a le pourcentage. Alors, Alors, ils ont bien l'onglet sondage, donc on vous invite à répondre à votre sondage, au sondage. ok. Donc, oui, ça fonctionne. D'accord. Allez, alors répondez. Tout le monde a répondu, c'est bon? Je publie les résultats. A priori, oui. Allez, c'est parti. Je publie. Bon, Yes! ça va. Il était facile celui-là, hein? Oui, mais toutes les questions sont faciles. Alors, évidemment, IGP, donc c'est bien, ça vous fait de la révision en plus. IGP signifie indication géographique protégée, évidemment. Donc là, on est vraiment, on a AOP, on a AOC, AOP, appellation d'origine protégée, et IGP. Donc ça, c'est assez récent. C'est pour vraiment protéger l'origine du patrimoine et du produit. On le retrouve dans le vin, on le retrouve dans le fromage, dans plusieurs produits régionaux. Ensuite, on va passer à la seconde question. Très facile, du coup, on n'a pas arrêté de le dire. Quelle céréale est mouturée au moulin de la fatigue? Est-ce le seigle, le blé ou le sarrasin? Quelle céréale est mouturée au moulin de la fatigue? Seigle, blé, sarrasin. Ah, il y a des personnes qui n'ont pas suivi. Ah, Oula, attention. Ah, alors il y a Philippe qui nous dit que ce n'est pas une céréale. oui, c'est une plante, mais c'est plus une plante qu'une céréale, mais c'était pour faciliter la question. Évidemment, je suis au courant. Alors, C'est bien, il y en a qui suivent, hein. ouais. C'est bon, je publie. Allez, on publie les résultats. Et donc, on a 11% qui se sont fait avoir. Donc, ce n'est pas du blé, c'était facile. J'avais mis un petit piège. On parle de blé noir et le sarrasin, ça a un autre nom, mais c'est la même chose, le sarrasin et le blé noir. Donc, c'est bien du sarrasin, car le sarrasin est naturellement sans gluten. La prochaine est peut-être un peu plus compliquée si on n'a pas suivi le reportage. Hein. Ah oui, alors oui, alors là, un peu quand même. Là, c'est plus vraiment lié au reportage. Ils en parlent 2 fois dans le reportage. Ouais, bon, on va voir s'ils ont suivi. Oui. Moi, je dis que tout le monde, on va pas avoir du sans faute. C'est bien, ça, c'est fait pour ça qui est rigolo. C'est parti. Je t'en prie, je te laisse lire la question. Alors, c'est... je suis sur... Ah, attends, je sais pas si... Ah oui. Attends, quel appareil est... Non, c'est pas celle-là. Non. Sur quel principe naturel fonctionne le moulin de la fatigue? Non, mais je le lis si tu veux. Sur quel principe naturel fonctionne le moulin de la fatigue? Est-ce sur la gravité, la force centrifuge ou la poussée d'Archimède? Alors, attends, parce que moi, j'ai pas ça. Je sais pas pourquoi. Ah bah en tout cas, c'est ce qui a indiqué... Ouais, mais moi, je vois dans quel appareil est tamisé le blé noir. Ça, c'est la question suivante.
Bah oui, mais je sais pas pourquoi ça. Bah, il y a eu, il y a- ça s'est mélangé. Je suis Ah, désolé. Mais c'est dans quel appareil est tamisé le ah blé oui, noir? Donc il y a un tamis, un un épierreur. épierreur ou une bluterie. C'est bien ça. Je pense qu'il y a eu un petit micmac. Un petit micmac. Ouais, je sais pas pourquoi il s'est mélangé. Il a voulu. C'est bizarre, oui. C'est bon. Bah, on reviendra peut-être sur la question. Je vais voir si ouais, si je réussis. Alors, est-ce qu'on voit les résultats? Donc, Bluterie 50%, Épierreur 37, Tamis 12. C'est déjà plus compliqué, hein. Oui, Moi, je l'avais annoncé, hein. ouais. Alors là, c'est en fait, eh ben, la farine est tamisée dans une bluterie. Il y a même plusieurs bluteries. Il y a 3 bluteries. Parce qu'à chaque fois, en fait, ils écrasent, ils tamisent dans la bluterie et après, ils ont, ils le font différemment. Après, il y a des moulins où vous n'avez pas de bluterie. Ça va être différent. On va avoir, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du blanchisteur. Ça, c'est plus pour la farine de blé où en fait, c'est plein de tamis qui sont de plus en plus fins. Donc là, c'est différent. C'est pour ça que c'était intéressant de connaître une autre manière de fabriquer et de tamiser la farine avec la bluterie. Et Alors, puis même, ça fait partie des étapes, hein, quand on apprend les 5 étapes principales dans la mouture du grain de blé, on a bien broyage, blutage, claquage, sassage, convertissage. Donc, on dit bien blutage. Donc, c'est pour ça que je me suis permise également de faire la petite question dessus. Parce que là, ça avait un rapport avec vos cours également. Bluterie, normalement, ça doit vous parler parce qu'on parle de blutage dans les étapes de mouture du blé. alors, est-ce qu'on voit la prochaine question? Sur quel principe donc naturel fonctionne le moulin de la fatigue? Moi, je la vois. Sur quel principe naturel fonctionne le moulin de la fatigue? La gravité, la force centrifuge ou la poussée d'Archimède? Et est-ce que dans le sondage, c'est OK, vous avez bien cette question-là? Alors, pour ceux qui avaient suivi le dernier quiz, on a eu un gros bug qu'on a, après que Brian, heureusement, a eu une grande réactivité et qu'il a dû refaire toutes les questions une par une. Donc c'est bien parce que ça nous permet de réessayer, de refaire un test sur les sondages parce qu'on aime beaucoup tester vos connaissances. Ça vous permet d'interagir avec nous d'une autre manière. Donc je trouve ça cool. En plus on répète, hein, on l'avait pas dit, enfin on l'a pas dit aujourd'hui, mais le sondage c'est de manière anonyme. Donc si Oui, vous répondez, on ne voit pas que c'est vous qui avez une réponse fausse. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de s'amuser ensemble et d'apprendre en s'amusant c'est ça. et d'avoir ce côté ludique. Donc n'ayez pas peur de répondre et si vous n'êtes pas sûr de la réponse, au contraire, parce que en cliquant, vous jouez le jeu et c'est en fait en faisant des erreurs qu'on apprend et c'est pour valider les acquis, pour voir si on n'a pas bien compris, si on n'a pas bien entendu et au contraire, eh ben, ça permet de répéter. Donc 70% de la gravité, 20% de la force centrifuge et 10% de la poussée d'Archimède. Donc c'était bien sur le principe de la gravité. Ils utilisent un maximum, c'est-à-dire qu'en fait tout est calculé pour en gros que ça descende. Donc pareil, il y a un tout petit moteur pour tout faire fonctionner et la gravité fait en sorte de faire descendre naturellement le grain de blé. Ça évite de motoriser davantage. Et avec la gravité, on est d'accord, la gravité, c'est la force, l'attraction terrestre, c'est le fait que quand vous lâchez quelque chose, ça tombe par terre. Donc pareil, ben si on amène les grains de blé au 3e étage et on veut les faire descendre, et ben on fait en sorte et ben que l'étape d'après se situe au 2e étage pour que ça tombe. Et c'est pour ça qu'on utilise au maximum le le principe naturel de gravité. De gravité. Voilà. Dernière question. C'était facile. Quelle est la roche qui constitue les meules de pierre?
Est-ce du silex, du granit ou du basalte? Donc pareil, la réponse a été donnée dans le reportage. Est-ce que tout le monde a répondu? Je pense que Alors oui. pareil, hein, n'ayez pas peur, c'est anonyme, pas de problème. Ça continue. Ah, il y a Philippe qui nous a mis le lien du moulin Ah ouais, de la ils sont fatigue. plein. Non mais c'est très intéressant, il y a plein de choses à voir. Ouais. Ah, il y a quand même eu quelques erreurs là, hein. Mais c'est vrai que ça peut être, voilà, vu on va dire la couleur de la pierre, Oui. et puis on peut être, on peut penser. Donc 60% de bonnes réponses, c'est déjà bien. Donc Est-ce la qu'il y a bonne des personnes réponse, qui ont dit sans c'est faute? silex. J'imagine que oui. Donc ouais, vraiment, ce moulin, il fonctionne sur 3 étages. On a dit donc utilisant un ingénieux système de poulies, de courroies, d'engrenages. Et en fait, la main de l'homme, elle reste omniprésente à chaque étape du processus. Et la farine est reconnue pour sa fraîcheur, son arôme unique et sa grande authenticité, appréciée aussi bien localement qu'à l'international. Le moulin de la fatigue incarne ainsi la passion, la patience et l'art du maître meunier. Et qu'est-ce que je veux dire? Et c'est exclusivement dans tout le moulin, c'est exclusivement à la meule de pierre en silex. Donc il le dit lors du reportage, et c'est vrai qu'on le répète. Moi, quand il a dit silex, pour moi, si on me dit silex, je repense à la préhistoire, si tu veux. Vraiment les pierres en silex, mais non, c'est vraiment cette pierre-là qui est utilisée. Je pense que vu qu'on faisait en silex, elle doit être très coupante, tu vois, pour écraser Ouais. la meule de pierre. Et ils doivent les tailler aussi quand à la fin elles s'usent de trop. Donc ça aussi c'était intéressant, le fait que les stries en fait sont un peu plus les stries sont plus serrées à l'intérieur et un peu plus larges, comme ça et ben le grain de blé en fait s'étale sur la meule de pierre. Donc ça c'était très intéressant également. Non, non, c'est super. Mm. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport au reportage ou même autour du blé, de la farine? Si vous avez, n'hésitez pas, là, on prend les questions pendant 5 minutes avec Annabelle. On peut Et parler du prochain live qui aura lieu jeudi prochain. on peut même parler du mois qui va venir. On a plein de choses, hein, en Du fait, hein. Il y aura programme du plein. mois de juin en exclusivité. Est-ce que vous voulez savoir le programme du mois de juin en exclusivité? On l'a pas officialisé encore. Non, non, on va pas tarder. Donc si ça vous Non, intéresse, il y en a pour. Ah oui. Merci, Tiffen. merci. Non, mais il y en a pour tout le monde. Il y en aura pour les boulangers. Donc, il y aura un cours dit dynamique parce que on aura un boulanger avec nous, Christian et Annabelle, qui vont vous parler du blé. Donc, ça sera un cours autour du blé. Et là, on va vraiment parler de tous les blés, hein. Il y aura un quiz, il y aura des questions-réponses. Donc ça va être très intéressant. Et ça va être Il y la aura première fois. ouais, Ça va être il y a la une première fois masterclass. qu'on va faire ce cours dynamique, c'est-à-dire on sait très bien que les cours à l'EISF en théorie sont très poussés et sont vraiment très bien réalisés. Mais au-delà de ça, en fait, si on reste dedans, c'est quand même intéressant. On a des personnes qui apprennent mieux en lisant, d'autres avec les images et d'autres en écoutant. Donc on s'était dit, et c'est la première fois pareil, on aime bien tester et faire des choses toujours pour aller plus loin pour vous et pour vraiment améliorer la qualité de votre apprentissage. Donc c'est-à-dire de changer de format un petit peu en apportant du plus. Et on n'a C'est jamais ça. fait ça, donc ce cours dynamique. Donc on reprend le cours, mais avec des images, avec des quiz. Ça va être génial. Et le but, ça va être de participer comme si vous êtes là à un cours en direct avec un prof et donc là profitez-en pour poser toutes les questions que vous voulez. Il y aura moi, il y aura Christian, il y aura Brian. On sera tous les trois présents pour vous pour ce cours, on va dire vraiment approfondi. Donc c'est vrai qu'on vous a dit que vous étiez acteur de votre formation, donc vraiment si vous pouvez assister à ce cours, ça peut être très intéressant et surtout dites-nous après ce que vous en pensez. On a besoin en fait de
votre validation et de voir si ça vous plaît pour continuer, parce qu'on veut vraiment en fait aller dans des contenus qui vous captivent, qui vous motivent et qui sont intéressants et qui font sens avec votre formation. Et ce qu'on veut, c'est vraiment vous apporter le maximum de notre passion et vous transmettre le maximum de choses. Alors on sait que j'ai dit sur les à l'intérieur de la plateforme, il y a tout, mais c'est juste en fait de les dire différemment. Vincent, c'est la semaine prochaine. Jeudi de la semaine prochaine. Donc, si j'ai regardé rapidement, mais Je regarde. c'est le 5. Voilà, le jeudi 5 juin. Jeudi 5 juin, c'est le cours sur le blé. Donc là, l'avantage, Voilà. pareil, c'est que ça peut concerner la cuisine, la boulangerie, la pâtisserie. Donc, Ouais. je vous invite tous Pareil, vous pourrez poser vos questions à Annabelle ou à Christian qui est tuteur donc boulangerie. Si vous avez des questions, Christian sera là pour répondre sera là pour vous répondre. Voilà, tout simplement. Sinon, donc il y a une masterclass du mois. Oui. Autour des macarons. Macarons. Voilà. On va faire une petite masterclass spéciale macarons, ça peut être cool. Il y a également un live sur comment rédiger, comment faire une fiche recette, une fiche technique. Voilà. Alors moi c'était une question parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé à Annabelle ensemble, donc j'en profite. Sur cette fiche technique, est-ce que tu vas nous expliquer peut-être aussi, est-ce qu'on va aller un peu plus loin et faire le coût? Est-ce qu'on peut en faire, ça serait pas mal, je trouve. D'accord. Avoir une petite question de gestion sur une fiche recette, le calcul, combien va nous coûter cette recette. Le prix de revient de la matière première. Ouais, je trouve que ça serait pas mal. Ça serait intéressant. Le coût matière. Ça intéresse. Le coût matière, surtout. Ouais. Et sinon, la dernière masterclass, ça sera toujours pour tout le monde, hein, parce qu'on va l'ouvrir à tout le monde. Ça sera sur la cuisine végétale. Pas la masterclass, le live. Non. Oui, le live, pardon. Le live. Il y aura une masterclass pour les macarons. Oui. On aura donc le cours dynamique sur le blé, ensuite la masterclass sur les macarons, ensuite rédaction, comment bien rédiger une fiche technique, tous les petits secrets, les astuces, et le dernier live sera sur. Je crois que c'est pas dans cet ordre, mais c'est pas grave. Ah mince. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, le calendrier, on va le publier là prochainement. Sur le côté végétal, tout ce qui est fleurs comestibles, les micro-pousses, le côté végétalisation dans la cuisine et la pâtisserie. Les algues, tout ce qui est tout ce qui est autour des plantes, tout ce végétal, qui est voilà, on va pas parler des légumineuses ou des fruits, des légumes. Là, on va être surtout sur le côté plantes, fleurs, voilà. Donc ça risque d'être très intéressant. Et j'en profite juste pour comme ça, je l'annonce, mais il y aura également un calendrier. Mais pour cet été, donc juillet, août, il y aura un seul live par mois et ça sera une masterclass. Voilà. On sait que c'est l'été, que là il va y avoir pas mal de personnes qui seront parties, qui vont bouger. Donc on va faire une masterclass par mois. Par mois. Un et live puis après voilà. Tiffen sera en stage. Enfin, on le sait très bien. Donc de toute manière, ça sera visible évidemment en replay. Ne vous inquiétez pas. Oui. Bon écoute, je pense que pour aujourd'hui, on a fait le tour. On a tout annoncé. On a eu un reportage très intéressant donc au Moulin de la Fatigue. Oui. Et puis on se retrouve tous la semaine prochaine pour un live autour du blé avec Annabelle et Christian, tuteur de boulangerie. Le jeudi, on revient au jeudi. Donc préparez vos questions. Et puis il y aura pareil un quiz. Et puis ça sera très très intéressant, je pense aussi autour du blé. Ça concerne tout le monde. N'hésitez pas aussi pour ce live, je vous invite à le faire. On le mettra peut-être dans le mailing ou quand on le mettra sur le mur. Comme un cours, un stylo,
du papier pour vous faire des notes, des petites choses parce qu'on va parler du cours, mais si selon vos questions, on peut aborder d'autres choses, vraiment prenez de quoi noter et Mm. pour vous faire comme une petite feuille Bristol de révision également. Révision ceux qui ont déjà passé l'examen, mais même ceux qui... Enfin, c'est toujours bon à savoir et ça peut être très intéressant, ceux qui le passent l'année prochaine. Donc, vraiment, voilà, prenez des notes. Là, on est comme si on était en cours. Voilà. C'est ça. C'est presque un cours, on est en cours en présentiel. Bon, bonne soirée à tous et à toutes. Belle soirée à tous. À Et bientôt. à très vite. Merci pour votre écoute. Salut Brian. Bonne soirée à Salut. Ciao, ciao. et à jeudi, au jeudi 5 alors. Bonne Au jeudi soirée. 5. Bonne soirée.